Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de discussion et aujourd'hui de bande dessinée. Oui, une intro bien solennelle pour accueillir un invité fort mal nommé, mais on y reviendra. On lui doit entre autres merveilles collaboratives ou non, le fantastique Bolchoï Arena, la saga Donjon Zénith, des notes zéro gâton, une édifiante rubrique scientifique et l'existence d'un jeune dragon né il y a fort longtemps mais encore vivace aujourd'hui. Ragnarok, l'actu qui l'amène aujourd'hui, la saga en 3 tomes sera publiée le 11 juin chez Glénat avec une aventure inédite. Bonjour Boulet. Bonjour Charline. Ça me fait toujours bizarre de dire bonjour Boulet. Est-ce que je dois dire Monsieur Boulet ? Je sais pas, il faut peut-être l'imaginer comme un nom de famille, c'est moins embarrassant, ouais. Alors je dis mal nommé car tu me sembles tout à fait centré, je dois dire. Mais grâce à une interview, je cite mes sources, de la manie du cinéma, j'ai ouï dire que ce pseudo était lié à l'enfance, à la famille, mais aussi à Alain Chabat. Ah oui, oh là là, très indirectement. Camoulox. Ouais. Non, c'était un surnom familial. Mes cousins, cousines, frères et sœurs me surnommaient comme ça parce que je faisais beaucoup de conneries quand j'étais petit. Et puis un jour, j'étais sur le tournage de La Cité de la Peur. Pareil, Camoulox, on était en vacances à Cannes à ce moment-là. Et ils ont appelé des figurants. Donc évidemment, moi, j'ai couru au centre de la route pour être dans le shot. D'ailleurs, j'y suis, on me voit dans La Cité de la Peur. Je suis dans une image floue. Je suis très fier de cette anecdote, je l'ai dit à chaque fois. On voit d'ailleurs dans l'interview que tu as donnée à la manie du cinéma. Il y a l'image arrêtée où on te voit. Ah non, mais c'est limite si j'arrête pas des gens dans la rue pour leur raconter cette anecdote, donc évidemment. Et j'ai entendu quelqu'un appeler au haut-parleur et dire non, on peut pas tourner, il y a un grand boulet dans le champ. Donc évidemment, j'étais mortifié, je me suis presque sauvé en courant et en fait, j'ai réalisé que c'était ma famille qui avait roulé des feuilles pour faire un haut-parleur et qui m'avait fait la blague. Mais alors après ça, évidemment, le surnom ne pouvait même plus repartir du tout. Et j'avais dit que voilà, pour leur rendre hommage, je signerais ma première BD Boulet comme une blague, une private joke. Et je l'ai fait. C'était dans Tcho, le magazine de Titeuf. Ouais. Et puis après, le mois suivant, j'ai signé mon vrai nom, Gilles Roussel. Et j'ai vu qu'ils continuaient à mettre Boulet à chaque fois pour mes BD. Et j'ai dit, mais non, mais il faut mettre mon vrai nom. Ils m'ont dit, non, mais c'est bon, maintenant on a ça dans nos fichiers, puis comme ça les gens voient qui t'es et tout. Puis je fais, bon, d'accord. Mais pour l'album, on mettra Gilles Roussel. Et puis ils m'ont fait, oui, bien sûr. Puis, au moment de sortir l'album, j'ai dit, bon, alors maintenant on met mon vrai nom. Ils ont dit, non, on ne peut pas faire ça. Ça fait 2 ans que tu signes Boulet, personne ne va rien comprendre si tu changes ton nom maintenant. Et donc je l'ai gardé, mais un peu contre mon gré. Ouais. Et puis bon, finalement, voilà, c'est comme affronter la vie avec un handicap direct en se mettant comme ça, du genre attention, je vais essayer plus fort que vous parce que je vais me mettre ça au départ. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Si toutefois elle en a une. Une place très modérée. Ouais. Malheureusement, puisqu'on vient d'en discuter. Hors micro. Tout à fait. Je devais choisir des titres et j'étais très très emmerdé. J'écoute très peu de musique. Je travaille très souvent en silence ou avec des films, des séries télé, des gens qui parlent, des podcasts. Ouais, et je pense que ça résume bien mon rapport à la musique. Je pense que j'ai une approche où je suis très sensible aux mélodies, mais surtout aux histoires. C'est pour ça que j'écoute majoritairement, je pense, de la chanson française. Ouais. Où je comprends les paroles et où ça raconte quelque chose. Je suis très peu sensible, je pense, à tout ce qui est purement rythmique, etc. Et donc j'ai cette approche-là. Et très souvent, les chansons que j'écoute, c'est complètement aléatoire, c'est-à-dire que ça va être un vieux morceau des années 20 suivi d'un morceau de Shakira, suivi d'un morceau de d'un chanteur français des années 80, parce que souvent elles sont attachées à des souvenirs ou à des gens que je connais. Et je pense que ça résume bien ma façon de penser. C'est vraiment un fourre-tout où je mets plus des moments et quelquefois je connais ni le titre ni l'auteur, mais j'écoute la chanson 40 fois par semaine, mais je sais pas de qui elle est ou de quand elle a été écrite, quoi. Alors autant te dire que j'ai excellemment bien choisi le premier titre car il n'est ni en français et avec une énorme section rythmique. On écoute The Clash avec Rock the Casbah. Le score sur Radio Nova. The Clash sur Nova avec Rock the Casbah, un titre sur lequel je ne demanderai donc pas d'avis à Boulet. Moi j'aime bien, non, The Clash. Ah bon, ça va. En fait, bon, ça me parle assez.
C'était pas très risqué. On parle aujourd'hui de Ragnarok, œuvre à la fois originelle et tout à fait actuelle, signée Boulet. Le 11 juin paraîtra Ingirum imus nocte, soit Nous tournoyons dans la nuit. C'est un emprunt à Virgile ? C'était vraiment pour la caser de manière... C'est surtout que ce titre a une double signification. Donc, Ingirum imus nocte, qui veut dire, oui, effectivement, nous errons dans la nuit noire. Ouais. Mais si on le lit à l'envers, c'est un palindrome et ça fait et consumimur igni, qui veut dire et nous sommes dévorés par les flammes. Ah, pas mal. Et donc, comme c'est un livre qui parlait justement de l'errance, de cauchemar, de terreur, puisque c'est un peu un livre d'horreur quelque part, même si il garde le ton de l'humour. Il y avait ce côté-là dans la première moitié, mais si on le prend à l'envers, nous sommes dévorés par les flammes, soudain ça redevient un truc de dragon. Et donc j'aimais beaucoup ce double sens et j'aime bien ce genre de petit easter egg d'avoir comme ça un palindrome en titre. Bien joué. C'est désormais une intégrale en 3 volumes que les fans pourront acquérir, mais si tu le permets, revenons aux origines. Passion onomastique, Ragnarok, c'est un jeune dragon qui porte un nom de fin du monde dans les légendes nordiques. Est-ce que, au vu des capacités de la créature en question, ça permettait d'amener tout de suite un léger décalage ? Alors oui, au début, j'avais pas de titre pour la série. Elle avait un très très mauvais titre provisoire qui était Dragon Junior, qui est devenu le sous-titre du tome 1 finalement. Ouais. Et on m'a dit qu'il fallait que je cherche un titre et j'ai vraiment très longtemps cherché. Et c'est un de mes amis dessinateurs, Erwan Surcouf, qui m'avait trouvé ce titre, Ragnarok, qui veut donc dire l'apocalypse chez les Vikings. C'est la fin du monde quand Fenrir le loup dévore le soleil. Et j'ai adoré. Et mon rédacteur en chef me torpillait toutes mes idées de titres. Ouais. À chaque fois, je lui proposais un titre et j'avais un moment de silence au téléphone et j'entendais non. Et vraiment 10 fois par jour. Non, comme ça. Et puis un jour, je suis arrivé et sinon, il y avait Ragnarok et il y a eu un long silence. Et puis, yeah. Et donc, j'étais content. Je l'avais. Et effectivement, le personnage, d'ailleurs, je l'ai réexpliqué par la suite dans une planche, comme le prénom a été choisi par sa mère, qui voulait le plus terrifiant de tous les dragons ayant jamais vécu. L'ambition maternelle, toujours. Voilà. Elle lui avait donné un nom. Ce qui en plus n'est pas très canon dans le récit lui-même, puisque les autres dragons n'ont pas de prénom. En fait, c'est le seul à avoir un prénom. C'est un personnage qui est né par accident ou presque, ou en tout cas qui est né d'un défi, c'est bien ça ? Un défi avec des amis, oui, on était à une soirée un peu trop arrosée et ils étaient tous fans de fantasy et moi à l'époque j'en avais jamais lu et c'était un genre qui m'attirait pas du tout. Ouais. J'avais une vision extrêmement caricaturale de couverture à l'aérographe où on voit des barbares tout musclés avec une hache et une guerrière à moitié à poil. Enfin, pour moi, c'était un ramassis de clichés. J'ai les élus, ceux-là. Et donc, j'y croyais pas du tout et je leur expliquais que c'était avec toute l'arrogance de mes 19-20 ans, je leur expliquais que c'était un sous-genre, que ça n'avait aucun intérêt, que n'importe qui pouvait en faire. Et ils m'ont dit, si t'es si malin, fais-en. Et je suis revenu le lendemain avec les brouillons des premiers strips de Ragnarok. Et là, ils m'ont dit, c'est vraiment bien, en fait. C'est la meilleure chose que t'aies jamais faite. Donc, évidemment, j'étais vexé, mais en même temps, je me suis dit, voilà, à garder sous le coude. Ouais. Alors, la parodie, si toutefois tu qualifies Ragnarok ainsi, pour être efficace, doit être un art assez érudit. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Puisque justement, c'est pas un univers auquel t'adhérais forcément. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas voulu faire de la parodie. Enfin, on va dire univers. C'est ça, c'est parodique ou décalé par rapport Il y a un auteur que j'ai découvert par la suite, dont je suis devenu instantanément fan, c'était Terry Pratchett, qui fait les Annales du Discworld et qui a eu un peu cette même approche. Il a commencé par vouloir faire de la parodie d'Heroic Fantasy, et puis en fait il s'est rendu compte qu'il s'était attaché à ces univers et il s'est mis à les prendre au premier degré. Et moi j'ai essayé de faire pareil avec Ragnarok, c'est-à-dire au départ je partais d'univers que je connaissais pas du tout. Et puis petit à petit, j'ai essayé vraiment de dire, voilà, j'ai des règles intuitives de ce que doit être un univers Heroic Fantasy. Je vais les suivre et je vais faire un récit premier degré où j'y crois moi-même. Ouais. Et donc je pense que j'ai toujours une culture absolument consternante en matière d'Heroic Fantasy parce que ma culture Heroic Fantasy c'était quelques jeux vidéo, c'était quelques films, mais du genre les films que tout le monde a vus. Tu vois, j'avais vu Willow, quoi. Et même le Seigneur des Anneaux, je l'avais jamais lu, je l'ai découvert des années plus tard. Donc, oui, puis je crois que les films sont sortis après la naissance de Ragnarok. Mais même les livres, je les ai lus bien après avoir commencé Ragnarok. Donc mes références en Heroic Fantasy, c'était
peut-être des vieux livres dont on est les héros, du Peter Jackson des années 80-90. Je vois bien. Mais c'était tout, quoi. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Bad Bunny et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Bad Bunny sur Nova avec Weltita et on parle aujourd'hui de Ragnarok, le héros dragon de Boulet. Dans un monde où la magie n'a pas disparu, cohabite dans une forêt tout un tas de créatures, parfois surnaturelles. Sur quels critères est-ce que tu as constitué ton bestiaire ? Sur les critères très basiques de ce que je connaissais en Heroic Fantasy. Ouais. Donc, effectivement, moi, l'image que j'avais mentalement, c'était les trolls, des grosses créatures un peu abruties, très costauds, les orques, des créatures un peu dégueulasses, les elfes, des créatures très nobles et très fines. Et un peu méprisantes ? Ouais, elles sont les elfes dans toute la alors encore une fois entre guillemets littérature que j'avais lue en Heroic Fantasy, c'était toujours des créatures un peu supérieures, un peu éthérées, un peu vaporeuses comme ça. Et donc je voulais en faire vraiment des insupportables snobs et les faire assez cruels en plus parce que très supérieurs. Pour moi, voilà, c'était vraiment les créatures de droite par excellence, quoi. Et donc j'ai fait des elfes un petit peu salopards. Et voilà. Et puis je voulais quand même garder les dragons comme cette espèce de créature mythique absolument fantastique et invulnérable, parce qu'en plus ça renforçait les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à ce personnage de Ragnarok qui lui est un enfant et un peu nul. Et donc pour le coup les dragons sont réellement dans ce monde-là quasiment invincibles et réellement terrifiants et au sommet de la chaîne alimentaire. Le héros dragon a une mère et une mémé, une camarade fée, il croise elfes, trolls, tu viens de le dire, quelques humains quand même, parmi lesquels ma préférée de toute la saga, je dois dire Roxane. Et je dois dire d'ailleurs que les personnages féminins ont la part belle dans l'histoire. Oui, c'est un peu... mon père m'a engueulé pour ça. Genre il a lu Ragnarok et il m'a dit ah oui, alors la mère elle a le beau rôle, mais il est où le père? Il est un petit peu vexé. C'est vrai qu'on est dans une société assez matriarcale chez les dragons. C'est un peu, alors j'ai envie de dire c'est un peu un accident parce que j'y ai pas réfléchi en ces termes, mais effectivement Ragnarok c'est un univers très féminin dans le sens où il est accompagné de sa mère. La fée spontanément, parce que je suis un cliché ambulant, je me suis dit il faut que ça soit une fée, quoi, que ce soit une. Et la petite barbare, donc Roxane, c'est effectivement moi aussi mon personnage préféré. Elle est démente. Elle fait partie de ces personnages qui sont des seconds rôles, qui volent la vedette au rôle principal. Et effectivement, dès le moment où elle est arrivée, tout le monde me parlait plus que de Roxane. Je pense que si elle était arrivée plus tôt, la série aurait pu s'appeler Roxane. Donc, si vous connaissez pas la série, c'est une petite barbare de 8 ans, je crois, au début de la série, qui vit dans la forêt et donc qui est habillée de peau de bête et qui a une gigantesque hache à double tranchant qui fait pratiquement sa taille et qui, elle, pour le coup, est super forte. Et des capacités de baston. Voilà. Et super violente. et donc, c'est un personnage très drôle à dessiner et à faire interagir avec cet univers. Mais le fait que ça soit en plus une petite fille pour moi et ça jouait sur ce cliché d'Heroic Fantasy qui était la barbare sexy, et moi je voulais pas ça, donc j'en ai fait une petite fille un peu bourrin avec une grosse hache, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la plus grosse aventure dans Ragnarok, c'est ce que les Américains appellent le coming of age story? C'est un petit peu ça. Je pense que chaque personnage de Ragnarok représente une facette soit de l'enfance, soit de moi en tant qu'adulte. C'est-à-dire que Ragnarok, c'est nous tous au moment de l'adolescence. C'est l'enfant qui doit faire face aux attentes de ses parents, aux attentes de la société, aux attentes qui sont attachées à ce qu'il est, en fait, en quelque sorte. Et puis, il y a Najette qui, elle, est peut-être un petit peu plus âgée que Ragnarok, qui est la fée, qui, elle, doit apprendre la magie, qui représente plutôt la partie plus scolaire, la peur de l'échec scolaire, la peur de ne pas être à la hauteur et de devoir comprendre le monde, etc. Et puis, il y a Roxane qui, pour le coup, est la partie créative, la partie enfance, où on a envie de courir partout, de tout casser. Et c'est cette espèce de symbolisation de cette violence que peuvent avoir parfois les enfants. Il y a pas plus en colère contre l'injustice qu'un enfant, en fait. Et les enfants, ils aimeraient souvent être plus forts et plus libres pour pouvoir agir sur le monde. Et pour moi, Roxane, elle représente ça.
On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale que je te la soumettrai quand même après. On écoute Aloe Black avec I Need a Dollar. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Aloe Black sur Nova, I Need a Dollar. J'avais dit que je soumettrais le titre à Boulet. C'est mon côté un peu Roxane, c'est mon côté un peu Bully. C'est mon côté j'ai une double H et je vais te menacer pour que tu me donnes un avis sur cette chanson. Là encore, j'aime beaucoup, je suis désolé. C'est parfait, voilà. C'est super. Roxane, je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, est un des personnages de Ragnarok, dont l'intégrale sera... On dit intégrale ? C'est un épisode de fin ? C'est une intégrale. Ça va me faire de la peine si tu dis oui. C'est un épisode de fin pour de vrai. Mais ça sort le 11 juin chez Glénat. Je parlais il y a un instant du fait que ce soit une aventure que l'aventure centrale soit le fait de grandir, ce qui n'empêche à aucun moment les scènes d'action, les bastons, les chevauchées épiques sur des montures parfois contestables, il faut bien dire ce qui est. Est-ce que ces planches-là, ce sont des moments qui t'excitent ou qui te donnent des nœuds au cerveau ? Parce que tu dessines admirablement bien les scènes d'action. C'est très gentil. Mais les scènes d'action, au contraire, oui, c'était moi ce que j'attendais avec le plus d'impatience. C'est le plus marrant à dessiner. Ouais. C'est quand tout explose et que les personnages se bagarrent. C'est un régal de dessiner. Moi, alors, je vais pas faire de spoiler, évidemment, mais je vivais pour les scènes de fin, cet album. Il fait le dernier tome, en tout cas. Ouais. Alors, il faut peut-être que j'explique, mais les 2 premiers volumes, les livres 1 et 2, c'est des intégrales de ce qui a déjà été publié Absolument. chez Glénat. Donc, quand je parle du livre 1 et du livre 2, c'est les tomes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et le tome 7, qui fait 160 pages, c'est l'histoire inédite, je pense, dont on va le plus parler ici, qui est la dernière aventure de Ragnarok qui conclut la série. Mais effectivement, cette histoire, il y a des scènes d'action que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ouais. Je le dis, vraiment, le scénar, l'histoire est démentielle. Voilà, je veux rien spoiler, mais je me suis fait choper vraiment. Ça me fait très plaisir. Et de fait, je me suis posé la question parce que je crois qu'à l'origine, c'était des aventures qui étaient plutôt destinées à un jeune public. Ouais. La réalité des lecteurs et des lectrices aujourd'hui, j'imagine, c'est que ça touche vraiment tous les âges. Moi, j'ai toujours essayé d'écrire comme ça. J'ai toujours essayé d'écrire pour les enfants des choses que les adultes pourraient lire sans s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références quelquefois qui sont un petit peu plus adultes, des espèces de jeux de mots, des sarcasmes qui vont peut-être passer au-dessus de la tête des enfants, mais qui vont être plus lus pour les adultes. Pour ce dernier tome, je pense que j'ai même poussé la molette un peu plus loin. Ouais. Puisque on va suivre le parcours des 3 principaux personnages, donc de la fée, de Ragnarok et de Roxane, qui vont dans cet album devoir affronter leur pire terreur. Ouais. Et j'ai ajouté le parcours de la mère, qui pour le coup a des préoccupations très adultes, puisque elle, sa principale terreur dans cette histoire, c'est qu'on fasse du mal à son enfant. Ouais. Et donc moi en plus c'est arrivé au moment, je l'avais écrit il y a quelques années, mais là je l'ai dessiné au moment où moi-même je devenais père, donc ça prenait une autre dimension dans ma tête, et je voulais que dans ce livre il y ait aussi le point de vue de l'adulte. Ouais. Mais alors, ce qui signifie que quand tu as créé le personnage, tu avais déjà l'arc entier ? Ou là, cet épilogue, tu l'as imaginé au moment où... Cet épilogue, je l'ai imaginé il y a 15 ans. Je l'avais pitché à Glénat à l'époque. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on était très contraint par le format du magazine. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il fallait faire du 46 pages couleur. Donc déjà, des grandes histoires, j'avais dû un petit peu batailler pour en obtenir. J'avais eu la chance que Julien Nil avait réussi à faire passer ça pour Lou. Et donc, le journal était un peu plus ouvert à cette proposition. Donc, j'avais fait 2 longues histoires qui sont donc dans le livre 2, c'est le tome 5 et le tome 6, et qui parlaient déjà de rapports enfants-parents et aussi d'écologie et de pollution, de réchauffement climatique, de plein de trucs. Et là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Sur l'arc définitif. Sur l'arc définitif, oui. Et là, j'avais présenté cette dernière histoire qui devait être un petit peu la conclusion de tout ça. Et mon rédacteur en chef ne voulait pas. Il voulait que je fasse 3 volumes. Et cette histoire n'avait aucun sens si elle était coupée en 3. Quelque chose de très épique, c'est là pour le coup. Je lui avais dit non, il faut que ça soit un final, il faut que ça soit 160 pages d'aventure, etc. Et il m'avait dit on peut pas faire ça dans la collection Cho. Et donc j'étais parti ailleurs et je l'avais jamais fait. Des années plus tard, je travaille dans l'animation. Je travaillais chez Illumination MacGuff sur le film de Benjamin Renner qui s'appelle Migration. Et j'avais
1 heure de métro le matin et le soir pour aller au boulot et rentrer chez moi. Ça a duré que 3 mois, mais pendant cette heure dans les transports, je m'emmerdais. Et donc, j'avais pris avec moi un carnet et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dessiner dans le métro ? Et tous les jours, dans le métro, je faisais 4 ou 5 pages au brouillon de cette histoire de Ragnarok que j'avais jamais eu l'occasion de dessiner, en me disant, vu qu'on la fera jamais, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Et j'ai terminé le brouillon. Et puis c'est arrivé très vite après que Glénat me contacte sans savoir que j'avais fait ça et me disent mais Gilles, c'est dommage, il y a quelques années on faisait Ragnarok, c'était super, t'avais arrêté, mais est-ce que ça te dirait de refaire une intégrale ? J'ai dit je veux bien faire l'intégrale à condition qu'on y ajoute ce dernier tome et que je puisse faire l'histoire que j'avais pas pu faire il y a 15 ans. Et c'est pour ça que ça ressort qu'aujourd'hui. De réseaux sociaux, il sera précisément question dans un instant, juste après Disclosure avec Latch. Le score sur Radio Nova. Disclosure sur Nova avec Latch est toujours en compagnie de Boulet. Parmi les multiples héros que tu as imaginés, il y en a un autre très particulier, celui de tes notes et Rogaton, à savoir Boulet, ou peut-être une version vaguement alternative, un personnage, si je puis dire, que tu as commencé à mettre en scène sur ton blog et désormais sur Instagram. Est-ce que tu le traites différemment de tes autres créations ? Non, je crois pas. Enfin, on avait... un moment, j'étais très fier d'avoir, je croyais, inventé un terme. J'étais là, c'est pas de l'autobiographie, c'est de l'autofiction. Ah, bah oui. Et puis, en fait, tout le monde emploie ce terme. Il est galvaudé au possible. Et je pensais l'avoir inventé. Je crois que je l'avais entendu 1 million de fois ailleurs. Et non, le personnage de Boulet est extrêmement fictif, évidemment. Quelquefois, je raconte des anecdotes réelles. Mais même dans ces anecdotes réelles, les réactions, c'est une marionnette, effectivement. Tu veux dire que tu ne te promènes pas de manière systématique, soit avec un sac à dos, soit avec un porte-bébé ? Qui est un accessoire assez récurrent, je dois dire. Un petit peu. Il faut qu'on arrête de faire ça parce que sinon on va trouver beaucoup trop de similitudes embarrassantes. Mais oui, si, bien sûr. Donc des aventures, si je puis dire ainsi, ou en tout cas des situations qu'on retrouve sur Instagram. Est-ce que c'est aussi un moyen de démystifier ou peut-être de remystifier la figure de l'artiste ? Alors, le but n'était pas ça au départ. Le but, c'était plutôt d'avoir du billet d'humeur. J'avais une tribune sur mon blog qui était très suivie, qui marchait très bien. Donc, j'étais très fier d'avoir cette tribune et je pouvais faire du billet d'humeur. Pour moi, je comparais souvent ça à du stand-up, c'est-à-dire que je parlais d'un thème et je faisais 3-4 pages dessus et c'était marrant et j'étais content. Et puis, il y avait des commentaires, des réactions en direct, comme s'il y avait un public live. Comparé à la lenteur du métier d'auteur de BD où on va passer 1 an à bosser sur un album, le voir sortir que 3 mois plus tard et après devoir encore aller sur des festivals pour avoir des réactions à chaud, il y avait quelque chose de super gratifiant dans le format blog. Malheureusement, le blog est vraiment mort à cause des réseaux sociaux. Maintenant, plus personne va sur les blogs, malheureusement. Sur Instagram, c'est des formats plus courts, c'est des petites vignettes. Donc, je me suis mis à faire du strip et ça s'appelle Rogaton parce que Rogaton, c'est les reliefs d'un repas, c'est les petits restes de bouts et des petits bouts de trucs et de machins. Et donc Rogaton, c'est plus des petites pastilles d'humeur. Ça va c'est peut-être moins fouillé que ce que je faisais sur les notes. C'est plus pour être encore un petit peu là en ligne et puis continuer à communiquer avec les gens qui me suivent. Non, parce que sous des dehors, tu dis c'est court, c'est parfois une apparence un peu pop. Le fond des strips est aussi sérieux par endroits. Cette semaine, tu as mis en ligne Piège, qui part le postulat de départ, c'est tu discutes avec les gens qui inventent les pièges dans les grandes séries de fiction pour aboutir à un message que je qualifierais de revendicatif peut-être, en tout cas une idée sur la culture qu'il serait bon d'appliquer. Ah ben alors typiquement ça justement c'était une note du blog que j'ai republié sur Instagram, mais justement ça c'était le format plus long que je pouvais faire sur le blog et effectivement oui j'encourage tout le monde à aller lire mon compte Instagram Boulet Corp. Voilà, bien sûr. Je me suis glissé discrètement une petite pub. Il faut. À se raconter, même en version fictionnée. Après, tu parlais de stand-up, du coup, ça se recoupe. On s'expose, et on s'expose parfois à des réactions épidermiques. Il y a une semaine, tu as publié une note sur une réaction suscitée... Oui. Oh là là. Qu'est-ce que c'était déjà je l'ai. Je me souviens d'un message super sérieux que j'avais reçu suite à ce strip, sur un strip que tu publiais. Un gars qui me disait que c'était typique des gens comme moi qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes de ne pas écouter son soi du futur. Quand je lui avais expliqué que c'était une BD, que personne n'avait vraiment surgi chez moi, il n'avait pas démordu, m'expliquant que cette fiction reflétait ma vraie personnalité et que celle-ci était celle d'un connard. C'était vrai. C'était une note où je raconte que le moi du futur vient me rendre visite.
Ouais. Et puis, on est surpris de se voir l'un l'autre, donc on finit par sympathiser et boire des bières. Et le moi du futur repart en oubliant de me transmettre le message qui était et on voit que le message en question était que l'humanité était menacée, il y avait des monstres géants qui ravageaient la Terre, et il rentrait dans le futur avec une bière à la main, super emmerdé de pas m'avoir prévenu. Et en fait, le gars était vraiment furieux que j'ai offert une bière à mon moi du futur au lieu de l'écouter. Et je savais pas comment prendre cette remarque, et je lui avais dit, mais vous savez que c'est une bande dessinée quand même. Et il m'avait dit, non, mais ça reflète ce que tu es vraiment. Ouais. Ah, d'accord. Alors, à ce moment-là, je ne peux qu'approuver, et je suis le connard qui offrirait une bière à mon moi du futur. Et c'était vraiment un bon perso, moi je trouve. Bah, je trouve aussi. On marque une courte pause publicitaire, on revient dans un instant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Boulet, on parlait de l'intégrale de Ragnarok, publiée chez Glénat, qui sortira le 11 juin. Il y a aussi une autre actualité sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. J'ai vu passer ça sur ton compte Instagram, dont on peut rappeler qu'il faut le fréquenter, hein, vraiment. Bolshoi Arena, le storyboard est à acquérir. C'est bien ça ? C'est un financement participatif ? C'est un financement participatif aux éditions Exemplaires. Donc, je peux faire une petite présentation très rapide d'Exemplaires. Exemplaires, c'est une structure qui a été lancée par l'artiste Lisa Mandel et son ami Antoine Vidcock à la programmation. Et en fait, le principe, c'est d'offrir une plateforme qui permette aux gens qui sont déjà connus sur Internet pour communiquer directement avec leur communauté et faire des projets sans avoir à passer par le circuit de l'édition classique. C'est-à-dire, plutôt que de passer par un éditeur classique, travailler avec des avances sur droit misérables et ensuite dire à sa communauté « Au fait, j'ai fait un livre », autant dire à la communauté « Vous voulez acheter mon prochain livre ?» Comme ça, on a les sous en avance et puis on peut faire le livre et toucher plus d'argent pour les auteurs qui sont souvent sous-payés dans les contrats d'édition classique. Et donc là, j'ai une bande dessinée qui, pour le coup, est chez un éditeur classique qui a très bien marché, qui s'appelle Bolshoi Arena. Que je recommande, Moi que aussi. tu co-signes avec Assaigne. Moi aussi, je suis complètement objectif, mais c'est vraiment une très bonne BD. Ouais. Et il y a 3 tomes prévus, il y a 3 tomes parus. Le 4e sortira normalement en janvier si tout va bien. Et c'est une série de SF qui parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, d'exploration spatiale, mais surtout d'amitié en fait, parce que c'est un joli thème. Et c'est donc le dessinateur Hassen qui la dessine, et il est très très fort. Il a un très très beau dessin qui a eu beaucoup de succès. Mais moi, avant de l'envoyer à Hassen, j'ai fait l'album complet en storyboard, dessiné à ma façon, en style un peu plus brouillon que ce que je fais sur le blog, mais dessiné quand même à ma façon. Et c'est à la fois un outil de travail, mais c'est aussi un objet qui personnellement m'est un petit peu précieux. Et je me suis dit peut-être que ça peut amuser des gens d'avoir les coulisses de Bolshoi Arena. Et donc là, on a lancé un financement qui est en cours jusqu'à fin juin, où les gens peuvent précommander en ligne, avec des petites contreparties, genre des dessins originaux, des tirages, des pins, des écussons brodés, peuvent commander la version brouillon de Bolshoi Arena, donc s'ils veulent voir comment ça aurait pu être dessiné par moi. Et je précise également que tu seras samedi au Festival Exemplaire au Bar Gallia de Pantin. C'est ça, j'y serai l'après-midi de 14h à 18h, si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Tu le disais, tu es scénariste, tu es dessinateur, tu es parfois les deux en même temps. Quels sont les mérites et plaisirs comparés des exercices ? Le dessinateur, c'est comme je disais tout à l'heure, par exemple pour les scènes de bagarre dans Ragnarok, c'est quelquefois beaucoup de joie pure de voir apparaître ce qu'on avait en tête sur le papier. Je me suis rendu compte cependant que moi, ce que je préférais dans le dessin, c'était l'improvisation, c'était dessiner à main levée. Et finalement, la bande dessinée avec toutes ces contraintes de dessin, je parle de la bande dessinée grand public destinée à l'édition, elle est très souvent très contraignante pour moi. Moi, j'aime mieux justement le dessin blog, le dessin à main levée, l'improvisation, m'amuser en fait. Moi, c'est l'aspect ludique du dessin qui m'intéresse le plus. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, si je faisais juste des storyboards et que je les donnais à quelqu'un pour les dessiner, j'avais l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que moi, je dessinais pour m'amuser dans des carnets. Et puis après, quelqu'un avait tout le boulot chiant de devoir tirer les traits à la règle, de devoir mettre les couleurs bien sans dépasser. Ouais. Donc, je pense que le métier de scénariste, finalement, m'intéresse plus, à condition que je puisse quand même le dessiner.
Mais moi, ce qui m'amuse, évidemment, c'est le rôle de raconteur d'histoire. Là encore, c'est un énorme cliché, cette formule, je suis désolé. Mais effectivement, toutes les formes d'écriture m'intéressent. Je fais aussi du podcast. Ouais. J'écris des histoires d'horreur. On a un podcast d'horreur qui s'appelle Les Nouilles Rampantes. Le titre est stupide. Je suis spécialiste entre Boulet et Moi, Les Nouilles Rampantes. Je suis choisir. spécialiste des titres stupides, je suis désolé. Et voilà, et c'est un mélange de témoignages, de trucs qu'on a trouvés sur le net et d'histoires qu'on écrit nous-mêmes. Et j'aime beaucoup écrire de la comédie, de la SF et quelquefois même de l'horreur. Curieusement très proche de la comédie, je trouve, puisque c'est le même genre de procédé où il faut arriver à générer des réactions très fortes en un temps très limité. Et donc c'est pour ça que le dernier tome de Ragnarok oscille quelquefois entre la comédie et l'horreur. Et donc voilà, je pense que c'est ce rôle-là qui m'intéresse. C'est vraiment de raconter, et si je peux dessiner, c'est un bonus. Mais alors les histoires qui t'ont marqué toi enfant et qui t'ont donné envie d'en raconter? Il y en a plein. Je crois que mon plus gros livre de chevet quand j'étais petit, ça devait être quand même L'Histoire sans fin de Michael Ende. J'ai un souvenir, j'ai oublié, je crois que c'était une autrice, mais j'ai oublié son nom, qui avait un livre qui s'appelait Tom et le jardin de minuit, qui était un de mes premiers pas en plus dans le fantastique. Ça racontait l'histoire d'un enfant. Philippa Pierce. Voilà. J'ai un ordinateur devant le... Et ça racontait l'histoire d'un enfant qui toutes les nuits se réveillait et descendait dans le jardin d'une maison et il y retrouvait d'abord une petite fille avec qui il devenait ami, et puis chaque nuit en fait la petite fille en question avait pris 10 ans et lui il restait un enfant et il la voyait comme ça, il suivait en accéléré toute la vie de cette petite fille du passé qui était comme un fantôme. Et ce livre m'avait beaucoup marqué, et puis mon premier livre de science-fiction, quand j'étais petit, il n'est pas du tout connu. C'était un auteur français qui s'appelle François Sautreau et qui avait fait un livre qui s'appelle La 5e dimension et qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'était un futur post-apocalyptique où des enfants, en triturant une radio, arrivaient à entendre des échos d'un monde parallèle où, pour le coup, tout allait bien. Eux, ils étaient coincés dans ce monde dictatorial, post-apocalyptique, et ils entendaient à la radio un monde idyllique où tout le monde s'aimait et tout le monde était heureux. Et c'était comment ils essayaient de passer de l'autre côté. Donc c'était de l'anticipation science-fiction, avec un petit détail très bien trouvé, à mon avis complètement par hasard, mais il avait imaginé que dans ce futur-là, il y avait une monnaie unique qui s'appelait l'euro. En relisant le livre, ça fait très bizarre, parce que tu te rends compte, c'est un livre écrit dans les années 80, je crois, où tout le monde parle d'échange en euros. Voilà, ça vous fait quelques recommandations lecture en plus de celles de Ragnarok. C'est des vieux classiques. On écoute une autre raconteuse d'histoire, ou en tout cas dans un autre registre, Doja Cat avec Paint the Town Red. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Doja Cat sur Nova, Paint the Town Red, et toujours en compagnie de Boulet. Alors tu m'expliquais en début d'émission que tu n'étais pas un grand consommateur de musique. Ça tombe bien, car avant de te laisser établir la playlist, ce qui est déjà une épreuve en soi, il y a un questionnaire en rafale sur la musique, mais qui est lié à tes souvenirs. Donc là, sens-toi libre de répondre ce que tu veux. Parce que tu disais que la musique avait une fonction aussi de marqueur temporel. Là, ça peut marcher. Est-ce que tu es prêt pour cette épreuve ? Je me concentre. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Le titre qui symbolise le mieux l'enfance. Laisse-moi réfléchir. 1 minute. Je pense que c'est Message in a Bottle de The Police. Très bien. Parce que c'était le titre que j'écoutais dans mon jardin avec l'œil sur mon télescope pour regarder les étoiles quand j'étais petit. Le titre qui symbolise l'adolescence. L'adolescence, j'hésite. J'étais un gros fan de Queen et j'étais un gros fan de Dire Straits. Je pense que je vais aller sur Money for Nothing. Ton hit de karaoké. Oh là là, est-ce que je peux le dire ? Il faut le dire, c'est vraiment... J'ai eu 2 succès dans ma vie en karaoké. Le premier, c'était aux États-Unis. Et la seule chanson française qu'il y avait dans leur playlist, c'était à Portland, en Oregon. C'était Les Champs-Élysées de Joe Dassin. Pas mal. Mais j'ai eu beaucoup de succès parce qu'un chanteur français qui chantait du chanteur français, c'était immédiatement le succès assuré. Il n'y a pas de petite victoire. Voilà. Et l'autre succès que j'ai eu, il est beaucoup trop embarrassant, c'était Les Lacs du Connemara dans une soirée bourrée en boîte. Aïe, aïe, aïe. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Oula. Je me contente d'un léger hochement de tête ou d'un mouvement d'épaule, s'il n'y a pas de pratique assisidue de la danse. J'essaye d'en trouver un, mais je
Je crois que j'ai toujours détesté les pistes de danse. En fait, je suis pas du tout danseur, donc j'essaye de voir lequel pourrait fonctionner et vraiment mon cerveau est vide. Bug. Très bien. Bug. Donc je ne te demande pas le titre qui te fait sortir de la piste de danse, puisqu'a priori tous. Les lacs du Connemara. Quand même. Non, la chenille, je crois que c'est le pire. La chenille, je le prends comme une agression. Dès qu'il y a toutes les chansons de mariage, tu sais, la chenille, la danse des canards. Les danses collaboratives en quelque sorte. Je me défenestre au besoin. Ta chanson de comédie musicale préférée? Oh, ma chanson de comédie musicale préférée. J'ai envie de citer Into Skid Row de la Petite Boutique des Horreurs. Très bien. Ma comédie musicale préférée, c'est probablement My Fair Lady, mais celle que je préfère de chanson, c'est La Petite Boutique des Horreurs. Et enfin, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'entêtes dans la catégorie pénible. Oh la vache, c'est marrant parce que je l'ai eu en tête toute la semaine et là je viens de l'oublier au moment où tu m'as posé la question. Chance. C'est plutôt une chance. Ouais, on a eu une chanson comme ça coincée toute la semaine dans la tête avec mon épouse et j'ai... Généralement, c'est souvent des chansons liées aux comptines d'enfants ou ce genre de choses. Non, c'était un titre en plus que j'adore et j'ai complètement oublié ce que c'était. Je dirais qu'il y en a une autre comme ça. J'avais regardé si elle était dans votre playlist, elle y était pas. C'était Lucky de Jason Mraz. Ouais. Je sais pas comment ça se prononce. C'est parce que c'était une chanson qui était sur la playlist de mon épouse quand on vivait à Los Angeles. Et donc à chaque fois qu'on prenait la voiture, cette chanson sortait. Et puis pour moi, c'est une chanson d'amour qui dit j'ai de la chance d'être amoureux de ma meilleure amie. Et donc pour moi, il y a cette espèce de cliché de rouler avec mon amoureuse dans une voiture avec les palmiers qui défilent et le soleil qui se couche et cette chanson. Et donc à chaque fois que je l'entends, je la chante pendant une semaine. Formalité remplie, ça va, c'était pas douloureux le questionnaire. Ça s'est très bien passé. À part pour la piste de danse, je suis encore désolé. Ben non, il n'y a vraiment pas de mal. Je rappelle donc que Ragnarok, l'intégrale, c'est absolument génial. Ça sort le 11 juin chez Glénat, que samedi, Boulet sera au Festival Exemplaire au Bar Gallia de Pantin et que vous pouvez, sur le site d'Exemplaire, participer à l'acquisition du storyboard de Bolshoi Arena. Je suis en train de spammer Instagram avec ça, donc si vous avez le moindre doute sur le lien, vous allez sur l'Instagram /BouletCorp, comme Boulet Corporation, et il y a 1 million de spam sur ce bouquin. Et on passe maintenant à ta playlist. Je vais te demander un mot de chaque titre choisi. Pour démarrer, tu as choisi Queen, Don't Stop Me Now. Comme je disais, j'étais un énorme fan de Queen. En plus, celle-là, elle me fait beaucoup rire parce que je l'associe en plus au film Shaun of the Dead. Parfait. Donc, double succès. Zao de Sagazan pour clore le score consacré à Boulet. Merci encore d'être passé par ce studio. Merci de m'avoir reçu. Mais c'était un plaisir. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.